Salut tout le monde, merci d'être avec nous pour cette émission de reprise PLB Club saison numéro 2, épisode numéro 1. Le foot anglais et le foot allemand, comme d'habitude, au cœur du débat. Le principe n'a pas changé. On va parler de Premier League, on va parler de Bundesliga, on va parler des Belges, on va parler des affiches du week-end et on est ravis, bien sûr, de vous retrouver pour cette deuxième saison. Salut Benoît, salut Serge. Salut. Vous avez passé un bel été, une belle Coupe du Monde? Oui, c'était agréable, non? Pas mal. Pour regarder les matchs la nuit, ouais. Content quand même avec les prestations des Belges, hein. Ça a parfois fait un petit peu polémique. Quart de finale. Pas si mécontent que ça. Voilà, ok. Merci d'être là, les amis. Avec nous aussi pour cette émission, Grégory Baillet. Salut Greg. Bonjour à tous. Bon, ben, j'imagine que l'été a été chaud aussi pour les rédactions de Sudinfo. J'imagine, tu confirmes. On aime ça, on aime le sport, donc on y va à fond et on aurait espéré une meilleure performance pour les Diables. Bon, c'était pas mal, quart de finale, non? Oui, puis on est les seuls à avoir marqué contre l'Espagne. Hein. Voilà. Je pense qu'on peut être satisfait, on peut féliciter quand même notre équipe nationale et Rudy Garcia qui désormais a pris... Et de dire bonne route. Un peu de vacances, bonne route aussi. Et bonne chance à son successeur. Bon, Greg, on rappelle que tu es chef des sports Sudinfo et le soir. C'est important de rappeler qu'il y a une collaboration entre notre rédaction et la tienne et que cette émission, elle est relayée aussi sur Sudinfo. C'est confirmé ça, hein? En effet. Et on voit d'ailleurs à Sudinfo, je tiens à rappeler que pendant la Coupe du Monde, nous avions Jean-François Rémy régulièrement chez nous pour... des débats diaboliques, donc oui, on continue cette belle collaboration. C'est vrai, c'était sympa aussi cette émission-là. Donc si vous loupez cette émission-ci, eh bien vous avez l'occasion toujours de la revoir le jeudi matin sur Sudinfo. 2 chapitres, comme d'habitude, évidemment, dans cette émission. Chapitre anglais et chapitre allemand. On va commencer, bien entendu, par l'Angleterre et la Première Ligue qui reprend ce week-end. Et oui, c'est la reprise en Première Ligue, c'est toujours un événement très très attendu. La saison dernière a été époustouflante, fantastique, avec un suspense incroyable dans tous les secteurs du classement. Est-ce qu'on peut faire mieux? Difficile. En matière de suspense. Tu es notre oracle, hein, je rappelle. C'est vrai, on attend à chaque fois les prédictions. Je garde mes prédictions, attends, ça vient. Ok, on rappelle pour commencer que les promus et les relégués de la saison dernière sont en termes de promotion Coventry, Ipswich, Hull City qui remontent en Première Ligue, West Ham, Burnley et Wolverhampton sont descendus. Les promus avec l'ambition, le maintien, tout simplement, pour commencer. Chez les bookmakers anglais, parce qu'on sait que c'est très important là-bas, c'est les 3 descendants. Oui, mais ça, avec c'est chaque année qu'on dit. Oui, sauf que l'année passée, c'était pas le cas avec Sunderland et Leeds. Leeds et Sunderland, oui. Voilà, mais c'est les favoris à la relégation. Ils se donnent les moyens quand même de survivre, notamment Ipswich qui a dépensé près de 180 millions déjà cet été et il reste encore 10 jours de mercato. Ouais. Et j'en profite pour dire que la Championship a repris le week-end dernier avec West Ham, avec Burnley, avec Wolverhampton, plein de clubs ambitieux comme Southampton et d'autres, Middlesbrough, ça va être un championnat incroyable. Oui, mais comme chaque année, cette Championship, en plus c'est un marathon, donc c'est toujours intéressant aussi. Ce qui a fait surtout la particularité, je dirais cet été de l'Angleterre, c'est le nombre de clubs de Première Ligue qui ont changé d'entraîneur. 9 clubs ont changé d'entraîneur, ce qui est énorme. C'est le record de la Première Ligue. Et parmi les clubs qui ont changé d'entraîneur, City, Liverpool, Chelsea, Newcastle, c'est pas rien, hein. Et le nouveau manager de Newcastle, comment on le prononce? Ça, on y arrive. On y arrive. Dans les équipes du top, il y a qu'Arsenal qui n'a pas changé d'entraîneur. On peut même y mettre Tottenham parce que De Zerbi va commencer la saison. Voilà. Il est arrivé fin de saison dernière. Donc tous les clubs du Big Six ont changé d'entraîneur, sauf Arsenal. Et parmi ces nouveaux managers, 5 ne connaissent pas la Première Ligue en tant que manager, parce que Xabi Alonso, la Première Ligue, forcément, il la connaît comme ça. Et Raoul, là aussi, voilà. Bon, il y a Greg, Arsenal est la seule équipe du top à ne pas avoir changé de coach. Avantage, évidemment, non? La continuité, la stabilité. Je pense même qu'ils l'ont prolongé. Ils l'ont même prolongé jusqu'en 2031, si mes souvenirs sont bons. Moi, je pense qu'effectivement, Arsenal est l'équipe favorite cette saison. Je pense qu'elle a continué sur sa lancée. Quand je vois les transferts effectués, notamment le Brugeois, de Solis, quand je vois Guimarães, Nkapie... Il y a juste Trossard, finalement, qui est parti, mais qui n'était pas non plus
une des pièces essentielles dans le dispositif d'Arteta. Donc, pour moi, Arsenal est vraiment l'équipe à battre et elle doit cette fois montrer qu'elle est capable non pas de gagner un titre après 20 ans, mais maintenant de continuer et de poursuivre sur sa lancée et pourquoi pas aller de nouveau titiller le PSG en Ligue des Champions. Ouais, ça ce sera l'objectif évidemment par rapport à ce qui s'est passé la saison passée. Arsenal champion, c'est. Je pense que Arsenal est favori pour beaucoup de monde. Ceci dit, il n'y a que 3 managers qui ont réussi à gagner 2 titres d'affilée en Première Ligue. C'est Ferguson, c'est Mourinho et c'est Guardiola. Donc c'est quelque chose de très compliqué. Guardiola l'a fait même 4 fois d'affilée. Mais c'est compliqué. Est-ce qu'on miserait pas une petite pièce quand même aussi peut-être sur Manchester United par rapport à ce qui s'est passé dans la deuxième partie de la saison dernière? C'est vrai que des Big Six, c'est l'autre club qui n'a pas changé d'entraîneur, même s'il n'a pas fait toute la saison dernière. Donc il va commencer la saison pour la première fois avec Manchester United. C'est l'équipe qui a le moins changé aussi avec Arsenal, qui a gardé le manager, qui a le moins transféré et qui semble être quand même prête. Ouais, sauf que la saison dernière, il n'y avait pas de Coupe d'Europe. Là, il faudra gérer beaucoup de matchs en plus. Mais United pourrait être quand même le principal rival d'Arsenal. Mais je pense que le principal rival d'Arsenal, c'est Arsenal. C'est Arsenal, Ouais, moi je suis tout à fait d'accord. Mais je pense qu'à United, s'ils veulent vraiment aller chercher ce titre, il va falloir un attaquant qui plante au moins 20 buts sur la saison. Le dernier titre de Manchester, c'était 2012-2013. Et qui était l'attaquant Van Persie, qui avait planté 26 buts cette saison-là. Yuri Tielemans, c'est dans cette équipe, désormais. On aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard dans cette émission. Voici aussi les transferts, parce que là aussi, on a énormément transféré avec des montants quand même. Vous allez me donner votre avis. Il y a quelques années, la barre des 100 millions était presque inaccessible. C'était presque un plafond. C'est un plafond qui a complètement explosé. C'est dingue. Attention qu'on est encore à 1 milliard du record de l'année dernière. Mais il reste encore 2 semaines. Il reste encore 2 semaines, mais c'est vrai qu'il est accessible encore ce record. À noter que dans tous ces transferts, il y a quand même plus d'un tiers de l'argent qui reste en Angleterre en Première Ligue. Ça transfère beaucoup entre clubs anglais. C'était déjà une tendance qui se confirmait la saison dernière. Ça fait un petit peu peur quand même ces montants, non? Oui, quand on voit Anderson quand même pour presque 130 millions d'euros, c'est un bon joueur, un milieu de terrain, donc c'est vrai que oui, 130 millions, c'est quand même étonnant. C'est vrai que Rice a été transféré pour plus de 100 millions aussi, mais je pense que c'est un autre calibre quand même, donc. On reste perplexe parfois devant ces montants. Et chaque année, c'est la même chose. Et chaque été, il y a l'inflation. Voilà. Après, quand je vois un Tielemans à Manchester United pour 41 millions, je me dis que c'est pas très cher, finalement. Même si c'est un joueur de 29 ans. Mais on reviendra sur Tielemans un petit peu plus tard, effectivement, dans cette émission. On va aussi voir, bien entendu, pour l'ouverture de cette première ligue, l'ouverture de la saison, voir les Belges qui vont évoluer dans ce championnat d'Angleterre. Ils sont 14 pour l'instant. Alors, en blanc, ce sont ceux qui étaient déjà là la saison dernière, en vert ceux qui sont arrivés ou qui sont revenus en Première Ligue, et en rouge ceux ou celui, puisqu'il n'y en a qu'un qui a changé de club de Première Ligue, c'est Tielemans. On va les suivre avec beaucoup d'attention. Parmi les nouveaux à suivre, Meunier, bien sûr, mais on va en reparler aussi un petit peu plus tard. Ben Penders, peut-être, qui pourrait prendre la place de Sanchez dans le but de Chelsea. Je pense que ça se fera en cours de saison. Moi, c'est Robert, très rapidement. Robert Sanchez va démarrer numéro 1, ça, tout le monde le sait, mais peut-être qu'en octobre, novembre, Penders est déjà entre les perches. On a 3 gardiens en Première Ligue. Penders, qui pour l'instant n'est pas titulaire, et puis il y a Lamens, et il y a... Sels. Et il y a Sels, qu'on aurait peut-être bien aimé voir monter à la place de Lamens en Coupe du Monde, mais on ne va pas rouvrir le débat. Si on pouvait refaire l'histoire du football. Ça va le poursuivre, Lamens. Oui, malheureusement, mais enfin, c'est vrai que ça peut arriver aussi de faire une erreur. Elliot Matazzo est à Hull, on va le suivre aussi, même s'il a connu de graves blessures récemment. Et puis Onana quand il reviendra de blessure aussi. Et Onana quand il reviendra de blessure. Borno est en passe de partir à Hambourg. Donc il est à Leeds. Je crois qu'il est toujours à Leeds, mais il risque de partir dans les prochaines heures. Et puis un mot aussi sur Arne Engels. Tu souhaitais en parler à juste titre, puisque lui
il a rejoint West Ham. C'est plus la Première Ligue, c'est la Champions League, mais c'est un beau transfert quand même pour le projet. D'autant qu'il a signé jusque 2031 à West Ham et que d'ici là, je pense qu'on va revoir les Hammers en Première Ligue. Il arrive pour 25 millions d'euros. C'est le transfert entrant en Championship le plus cher jamais enregistré. Il bat le record de la saison dernière qui avait été fait par Ipswich. Ouais, il reste sur une belle saison avec le Celtic. Ouais. C'est juste un peu étonnant que le Celtic le laisse partir avant les derniers matchs de qualification pour les Champions, puisque le Celtic joue contre l'Asc pour se qualifier. Donc, j'étais un peu surpris de ce transfert, mais c'est une bonne chose. Et puis West Ham a gardé beaucoup de joueurs la saison dernière, Bowen, et son entraîneur, donc ça risque d'être quand même le grand favori de cette Championship. Ok, Youri Tielemans, on en a déjà un tout petit peu parlé, c'est quand même au niveau belge, je dirais, le transfert de l'été, avec peut-être Mika Götze aussi, du côté du Paris Saint-Germain, il faut le dire. Le capitaine de notre équipe nationale à 29 ans, donc il est sans doute à l'apogée de sa carrière, et vous allez l'entendre, ravi de ce transfert à Old Trafford, ravi aussi de travailler sous les ordres de Michael Carrick, qui était effectivement un ancien joueur d'entrejeu assez exceptionnel. Écoutez Youri Tielemans avant la saison. I'm very happy, looking forward to it, and obviously him being a midfielder, he can give me a lot of tips and I can learn from him inside his structure. So I'm really looking forward to it, to learn from him, and obviously to link up with my teammates. You mentioned him being a midfielder. I don't know if you remember this when Anderlecht played. Of course United. I do, yeah. You were captains, weren't you? You shared a handshake before the game. Yeah, I saw that picture yesterday. It was, I think, and it was actually really funny when we talked to each other and we saw that picture. Yeah, it was good times and hopefully better times now. You have a reputation for scoring good goals and big goals. Can fans expect to see more of that? Yeah, hopefully that's the aim. But any goal is good. Tapping is as good as a worldie. But I'm just looking forward to showing my game, to show what I'm about, and hopefully to have a good run with the team. Iheanacho finds Tielemans! Oh, it's another stunning goal! He measured that, and it was inch perfect! I have big experience, 29 years old, and I'm ready to push on. I'm ready to make the next step in my career, and that's why this is the perfect club for me. And I feel like the club is ambitious in that as well. They want to win and hopefully be really good on the pitch. So that's why I chose to come here, and being in that leadership role has been really good for me. I find myself naturally in that, and hopefully I can bring that onto the team. Casemiro est parti de United, Youri est arrivé. Greg, bien sûr, il y a des patrons dans cette équipe de United. Il y a Bruno Fernandes, par exemple, mais il peut aussi, Youri, devenir l'un des patrons de cet entrejeu, de cette équipe. Quand on voit l'envergure aussi qu'il a prise dans notre équipe nationale, tu en penses quoi? Oui, clairement. Ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, pendant la Coupe du Monde, il a prouvé tout le talent qu'il avait, et malgré la pression aussi, parce que souvent... il est mis quand même sous pression. On estime qu'il n'a pas toujours été très très bon avec les Diables, etc. Finalement, ici à la Coupe du Monde, il a montré qu'il était le vrai capitaine. Reste à voir s'il va le rester chez les Diables avec Van Bommel. Moi, je pense que c'est la bonne étape. Il aurait pu déjà la franchir, une étape de très haut niveau. À l'époque où il a choisi Aston Villa, il a été approché par Liverpool, qui est vraiment le grand concurrent de Manchester United. Donc je pense qu'effectivement à 29 ans c'est le bon moment pour lui, et j'espère juste qu'il sera épargné par les pépins physiques, parce qu'il en a eu pas mal, je trouve, ces dernières années, et le dernier en date, c'était cette fameuse blessure juste avant le match contre l'Espagne à la Coupe du Monde. Eh oui. Que se serait-il passé si Youri avait été là? Que se serait-il passé si lui avait été là? Si Courtois ne s'était pas blessé? Soit, on ne va pas refaire l'histoire, comme tu le disais, l'histoire de la Coupe du Monde. Mais Tielemans, oui. Alors, je trouve que sa carrière aussi est assez claire, parfaitement intelligente, progressive. Parce que United reste quand même un des plus grands clubs du monde, même si les résultats sportifs ne sont plus les mêmes ces dernières années. En termes d'envergure, c'est un des plus grands clubs au monde, et il a gagné la Cup quand même à Leicester, il a gagné l'Europa League à Aston Villa, donc on lui souhaite vraiment de gagner quelque chose avec United.
il va être très vite attendu au tournant. Il va devoir être en mode patron tout de Ouais, suite mais parce il a que les épaules assez Manchester solides, joue hein. tout de suite 2 promus. Les 2 premières Oui, oui. journées, je pense qu'il va devoir se montrer directement. Mais quand tu vois, et comme le disait Greg, ce qu'il a montré à la Coupe du Monde, notamment contre le Sénégal, il fallait le prendre, le penalty aussi, à un moment donné, il marque 2 buts, la pression, il a assumé son rôle de capitaine. Moi, je me souviens de son premier match avec Anderlecht, ok, c'est il y a longtemps, Il avait 16 ans, hein. il avait 16 ans, Ouais. il est monté, il a pris le ballon, il était sur tous les ballons, les phases arrêtées, c'est lui qui les a prises, et là, enfin, voilà, c'est il y a longtemps, mais je me souviens de ce côté leader, déjà à 16 ans ou 17 ans. Ouais, c'est une grosse personnalité. Grosse personnalité. On est d'accord là-dessus, on se lui souhaite évidemment bonne chance et on va le suivre de très très près. Bon, Tielemans a quitté Aston Villa, qui par parenthèse a été battu lors de la Supercoupe 2-1 par le Paris Saint-Germain. Bon, rien d'anormal dans le sens où c'était face à Paris avec Aston Villa qui a perdu beaucoup de joueurs. Mais il y a un jeune joueur qui a marqué et dont on parle beaucoup du côté d'Aston Villa par parenthèse. Brian Maggio qui vient de Metz. On le compare, c'est pour ça qu'on vous montre sa photo, on le compare déjà à Lukaku. Ouais, Il fait 1m93. Il fait un maintenant en 3. Il est imposant. Il a évolué pas loin de chez nous, au Luxembourg. Ouais. C'est là qu'il a fait ses formations. Et ça vaut ce que ça vaut, mais c'est le plus jeune buteur de l'histoire de la Super Coupe d'Europe. Pour l'anecdote, j'ai une connaissance qui est un peu scout au Luxembourg et qui m'a dit, mais moi j'avais été le voir il y a quelques années déjà, et c'était un grand dadais, j'exagère un petit peu, un grand costaud, mais qui avait 2 pieds carrés, donc il regrette un Mais- petit peu de ne pas l'avoir repéré. Est-ce qu'il n'a pas confondu avec Bradley, son jumeau, Ah, qui lui évolue ouais, chez les peut-être, U17 de Metz? Oui, Hein oui. Peut-être. Bon, on verra. Mais c'est vrai que souvent, comme ça, avec des gens disent, ah, ça c'est le prochain Lukaku. Mais c'est vrai qu'il a la star. 1m93 à 17 ans. Combien tu faisais, toi, à 17 ans Comme maintenant, 83. Ok. Allez, on en revient au transfert belge en première ligue. Thomas Meunier à Sunderland. C'est intéressant, évidemment. Il quitte Lille pour découvrir la première ligue. Il nous explique les raisons de ce choix. On l'écoute et on en reparle après. I want to still play for the Belgian national team. So it's important to keep the level high, to play in a club with a good level, competitive club, not only in the domestic competition but also in Europe. And yeah, if Sunderland plays in European League, it's good for me because I will have more chance, I think, to compete also for the national team because we have now a big squad. Concurrent is there, and I'm not ready yet to sign in a club where there is nothing else to play and it's like a kind of end of career club. I don't want this, and so I need competitivity. I need matches. Playing once a week is really long. Playing 2 games per week is just perfect. It's the right rhythm, the right dynamism, and yeah, it's take all the cases. I've seen also they have many young players. They made many transfers last season, and I take as an example Shamsdin, for example, Sadiki. They come from Belgium. And I just want to surrender them, to show them, to lead them, and yeah, to share moments and also what I've been through in the past. This will be really important for me to just feel included in the team, in the results and in the club in general. Moi, quand j'ai appris ce transfert-là, je me suis dit, c'est du win-win. Ce sont 2 pièces qui vont bien s'emboîter. Greg, toi, tu en penses quoi? Parce que je pense que tu connais, ou je crois que tu connais bien Thomas. Son état d'esprit, son côté athlétique, son expérience, ça peut coller, non, en première ligue, et principalement dans un club comme Sunderland, non? Moi, je pense que c'est vraiment le choix idéal. Quand on parlait tout à l'heure de Tielemans, c'est de sa carrière assez claire. La sienne, à Thomas Meunier, elle est aussi claire, hein. Bruges, PSG, Dortmund, Trabzonspor pour se relancer, toujours en pensant à l'équipe nationale. C'est vrai que dans sa tête, il y a toujours l'équipe nationale belge. Et puis, il y a ce transfert à Lille où il a quand même été un des meilleurs joueurs cette saison. Et puis là, Sunderland, je pense que c'était aussi un peu son rêve, hein, d'aller jouer en première ligue. C'est un club ambitieux, même si au niveau des transferts, ils n'ont rien dépensé cette saison, puisque c'est un joueur libre. Mais c'est une équipe qui va jouer la Coupe d'Europe et je pense que
dans sa mentalité et la mentalité des supporters de Sunderland, pour avoir un peu suivi sur Netflix cette série autour de Sunderland il y a quelques années, je pense que ça, comme tu le dis, ça match parfaitement. Je pense que c'est vraiment le choix idéal. Et j'ai vu que les 2-3 premiers matchs amicaux qu'il a pu disputer avec Sunderland, ça s'est très bien passé. Donc, je pense que ça peut vraiment bien matcher pour Thomas Meunier et Sunderland. Et c'est une bonne chose, je pense, aussi pour les Diables Rouges et Van Bommel. C'est vrai. Il va pouvoir parler français avec l'entraîneur, Régis Lebris. Oh, mais son anglais est très bon. Oui, hein. oui, son anglais, c'est très bon. C'est vrai. Attention quand même à la deuxième saison de Sunderland, celle de la confirmation. La grande différence, c'est qu'il y aura aussi la Coupe d'Europe avec Sunderland désormais. Mais bon, Et je ça pense beau que challenge. c'est pour ça que Sunderland a engagé un joueur expérimenté comme Meunier pour faire face à cette deuxième saison toujours périlleuse. Il est même plus âgé que Xhaka, qui était un peu le papa de ce groupe. Bah, maintenant, c'est Meunier, le grand-père, quoi. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs de champ qui sont plus âgés que lui, je pense, en première ligue. Non, Peut-être non, Van non. Dijk, Welbeck, et c'est tout. Hein. Voilà. Ce sera intéressant aussi ça à Sunderland après la belle saison quand même des Black Cats la saison. Ils ont battu 2 fois Newcastle aussi, je vous le rappelle, Sunderland. Donc, Très important pour les très, supporters. très important. C'est même plus important que se qualifier pour la Coupe d'Europe. Voilà. La saison était déjà Évidemment. finie quand ils ont battu 2 fois Newcastle. Ok. c'est bon. Avant de parler de l'affiche de la première journée, un mot quand même sur le Community Shield. C'était dimanche dernier. Arsenal-Manchester City 3-0 pour Arsenal qui a mangé City. C'était 1-0 après 24 secondes. But de Calafiori. Ça facilite les choses, évidemment. Serge, mais quand même. Oui, bah, les matchs de préparation d'Arsenal ont été un peu compliqués quand même, parce qu'il y a eu quand même des défaites. Mais là, bon, si on remarque dès la première minute, tout était lancé face à une équipe de City qui est en train de se chercher. Donc effectivement, c'était le début de saison rêvé pour les Gunners. Ouais. Les Gunners où Trossard est parti. Greg, on en a déjà un tout petit peu parlé. Trossard parti. Ton avis, il est parti pour le Beşiktaş. Bon, j'ai un peu l'impression que tout le monde va en Turquie pour l'instant. Trossard, Beşiktaş, Lukaku, Fenerbahçe, Salah, Trabzon. T'as un avis sur son départ? Moi, j'ai pas quand même l'impression que c'était, comme je disais tout à l'heure, quelqu'un qui était indispensable au système à Arsenal, même s'il a fait une excellente saison. Et bon, là, je pense qu'il a 31, 32 ans, c'est un peu plus de 31, je pense. 31, je crois. Ouais, 31 ans. Voilà, j'avoue avoir quand même été surpris du choix de Beşiktaş. Est-ce que c'est un choix financier? Est-ce que c'est un choix vraiment de fin de carrière? Ça sent quand même malheureusement déjà la fin de carrière. Mais est-ce qu'un autre club de Première Ligue était apte à aller le chercher ou est-ce que Arsenal préférait qu'il aille ailleurs qu'en Première Ligue? Moi, je trouve que c'est un choix bizarre. Et bon, après, il y a beaucoup de gros transferts en Turquie, mais ça reste quand même des joueurs en fin de cycle. Je vais peut-être me faire des ennemis ici, mais c'est Lukaku, c'est Salah, c'est Trossard à 31 ans. Donc, ou des joueurs qu'on ne veut plus, je pense, en Première Ligue, du style Mason Greenwood. Donc, Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais en fait, Trossard, on a l'impression que son raisonnement, c'est l'inverse de Meunier, qui lui veut continuer à garder le niveau pour jouer avec l'équipe nationale. 31 ans, effectivement, aller jouer en Turquie, malgré le respect qu'on a pour les clubs turcs. Moi, je pense que c'est un tôt. choix financier, c'est clair, parce qu'il a le même salaire qu'Arsenal, mais avec un régime fiscal différent. Donc, je ne sais pas s'il double son salaire net, mais il ne doit pas en être loin. Donc, ouais. Je crois que c'est une perte pour Arsenal quand même. Je pense que c'est un joueur important la saison dernière, qui était très fiable, qui était présent qui a marqué des buts décisifs. Décisif, hein. Donc, Mais Contre West Ham, hein. Est-ce que la perte n'est pas déjà comblée par un autre ancien du championnat belge? Alors justement, à confirmer. on va y venir évidemment, puisque Arsenal n'a pas tardé à trouver son remplaçant. Et pas très loin, puisqu'il était chez nous à Bruges, c'est Christos Tsolis, international grec. C'est un fameux joueur aussi. Il a donné 2 assists déjà lors du Community Shield. On va écouter Mikel Arteta à propos de Tsolis. He's accommodated in the squad, in the team, and his level of understanding. He's a player that I think he makes decisions when a lot of people rushes and makes wrong decisions. He's very, very smart, very accurate, and again today, you know, in tight spaces, he made the right decision twice, and he set 2 goals. Alors, c'est évidemment une bonne recrue, on le connaît, il peut être dévastateur sur un flanc et ça fait 40 millions dans la poche de Bruges. Mais
C'est un atout, c'est L'UEFA une valeur sûre déjà. C'est une valeur sûre déjà. En 2020, l'UEFA le pointait comme futur grand joueur du top européen. Et qui est prêt. Il est prêt, il a disputé de très belles rencontres de Ligue des Champions avec le club de Bruges, il a très bien presté sur la scène européenne, il est déjà près de 10 buts aussi en sélection, il est jeune, et puis surtout, la saison dernière, c'est le joueur en Europe à avoir créé le plus de dangers sur phase arrêtée. Et ça intéresse championnat belge. Ça intéresse Dans le championnat belge. Ça intéresse évidemment au plus haut point Arsenal. Alors, il a joué la Ligue des Champions, mais le championnat belge, c'est pas la première ligue, donc il faut lui laisser un peu de temps. Il faut pas trop non plus lui mettre de pression. Il faut lui laisser un petit peu s'adapter. Mais ça va être d'autres exigences quand même. Ouais, mais voilà, il a un potentiel énorme. intéressant pour arpenter le flanc des Gunners. Autre recrue de choix, bien entendu, et de poids côté Gunners, c'est Bruno Guimaraes de Newcastle, 90 millions d'euros. Il vient étoffer, Serge, un entrejeu quand même qui est quand même déjà hyper riche. On disait déjà que c'était le meilleur entrejeu la saison dernière. Donc là, il y a un petit peu embouteillage quand même. Donc je pense qu'il y aura quand même des départs d'ici à la fin du mercato. Guimaraes, Rice, Ødegaard, Zubimendi, Merino. Oui, on peut rajouter Lewis Kelly aussi. Il peut jouer dans l'entrejeu. Le jeune Dolman aussi qui est là. Donc ça fait beaucoup de monde. Ça fait effectivement beaucoup. Le mercato. Mais c'est un gros transfert, effectivement. Voilà, c'est un joueur avec beaucoup d'expérience, qui connaît la première ligue par cœur et qui avait vraiment envie de venir à Arsenal, qui a vraiment montré ses intentions. Ouais. Donc, et qui, au même âge que Tielemans, voulait franchir cette étape supplémentaire dans sa carrière. Un mot sur Manchester City qui est passé à travers donc, lors du Community Shield. Enzo Maresca a remplacé Guardiola. Alors là, fameux challenge de remplacer, de succéder à un monument pareil, évidemment. En première ligue, l'expérience est plutôt négative. Le successeur de Ferguson, David Moyes, le successeur de Wenger, Emery. Il y a un autre exemple qui est positif, c'est évidemment le successeur de Klopp. Slot. Mais c'était presque un miracle. Il a tenu une saison, il a tenu 2 saisons avec la première en gagnant le titre. Donc ça va être, à mon avis, très, très, très compliqué. Ouais. Il y a eu des départs aussi du côté de City, Bernardo Silva, John Stones et maintenant Rodri, qui finalement est parti à Barcelone. On l'attendait peut-être plus du côté du Real Madrid. Enfin, ça a été une histoire assez incroyable. Finalement, c'est Bernardo Silva aussi qui est parti. Bernardo Silva, et il faut rappeler aussi De Bruyne l'année passée. Bien sûr. C'est plus une page qui se tourne, on écrit un nouveau tome. C'est la fin d'une dynastie. C'est la fin d'une dynastie. Complètement. Compliqué, Greg, pour City, cette période qui s'annonce, avec un Jérémy Doku aussi, qui a re-signé. Ça, c'est une info, jusqu'en 2031, mais qui est blessé au mollet et qui va pas commencer la saison. Ouais, ça se poursuit par rapport à la Coupe du Monde, où ça s'était quand même assez mal passé au niveau physique. Et donc, Doku, il va falloir effectivement voir sur la longueur. Moi, sur Manchester City, je suis assez étonné aussi, quand on parlait tout à l'heure de Trossard, il y a aussi des choix qui sont étonnants. Quand je vois que maintenant, Reinders va partir en Arabie Saoudite, Akenji aussi est parti, donc ça va être une saison de transition, et c'est vrai que le 3-0 pris en pleine figure face à Arsenal, ça risque d'être un mauvais, en tout cas, message lancé pour le début de la saison. Et c'est vrai qu'Enzo Maresca, il ressemble très fort à Guardiola, mais je pense que c'est plus au niveau physique qu'au niveau tactique. Ouais. On rappelle qu'il connaît le club, puisqu'il a été adjoint de Guardiola une saison, et on rappelle aussi qu'il était à Chelsea en début de saison dernière, avant de prendre... dans des conditions particulières. Non, à mon avis, il savait déjà qu'il allait signer à City. Aussi. Et si vous voulez une prédiction, oui, je pense qu'il termine pas la saison. Voilà, ok, d'accord. On en reparle. Il faut toujours croire Serge, désormais. Donc, pas toujours, non. Mais bon, de temps en temps, c'est comme une horloge en panne. Ça donne l'heure correcte 2 fois par jour. Ok. Pour combler le départ de Rodri, il y a quand même, on a aussi déjà un peu parlé, Elliot Anderson, Nottingham Forest, 135 millions, 23 ans, 17 sélections avec l'équipe nationale d'Angleterre. Voilà. Est-ce que ce sera suffisant pour dynamiser cette équipe? C'est pas... Enfin bon, c'est un bon joueur, on l'a déjà dit. Suffisant pas, puisqu'on parle déjà d'arrivée de Bouhaddi de Lille, qui a fait une super Coupe du Monde avec le Maroc.
L'après Guardiola, c'est donc qu'est-ce qui va se passer? Ça va donner quoi? C'est l'une des grandes interrogations de ce championnat d'Angleterre cette saison, même s'il y en a d'autres. Évidemment, l'affiche de cette première journée, on y vient maintenant. Elle concerne quand même 2 clubs à propos desquels on se pose aussi pas mal de questions. 2 clubs qui eux, ont aussi changé d'entraîneur. Changement d'air, mon cher Benoît. C'est pas une faute d'orthographe, c'est R avec E-R-E entre Newcastle et Liverpool. Ah oui, forcément. Bah oui. Deux changements d'entraîneur, des noyaux qui bougent pas mal aussi. Eddie Howe qui part lassé de ces 5 années. Il est arrivé en bout de cycle. Hein. Le groupe le fait comprendre aussi aujourd'hui dans les interviews. Quand j'entends l'interview du nouveau capitaine Byrne à Newcastle, on sentait que le départ de Eddie Howe était presque souhaité. Ils ont beaucoup investi la saison dernière. Ils investissent encore cette saison-ci, mais dans des profils un peu plus discrets, je dirais, sur la map monde. On va revenir sur les transferts de Newcastle, de Liverpool aussi, mais avant toute chose, une petite parenthèse, parce que ce match-là, inévitablement, il nous rappelle Kevin Keegan, qui est décédé le 20 juillet dernier. Toi, Ben, je pense que tu étais un peu trop jeune pour l'avoir vu jouer. Moi aussi. Toi aussi? Tu te rajeunisses. Non, Non. Bon, ok, alors il n'y a que moi. Ou Greg. Non, Quand non, on... pas connu. Tu l'as pas connu quand on était gamin. Bon, Pas ok, vu c'était- jouer, connu, oui. Mais Oui, bien sûr. exactement, voilà. C'était quand même l'une des grandes stars de l'époque et sans doute l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du foot anglais. Il est décédé. Joueur évidemment de Liverpool, il a joué à Hambourg aussi, à Southampton. Il a terminé sa carrière à Newcastle. Et puis aussi au début des années 90, ça tout le monde s'en souvient, c'est lui qui a fait monter Newcastle en première ligue et qui est allé chercher notre ami Philippe Albert, qui a fait donc ces années magnifiques du côté de la première Qui ligue. aurait dû être champion avec Newcastle. Et qui aurait dû être champion, effectivement, à un moment Qui a été donné. grillé sur la ligne d'arrivée par Manchester United. Voilà. Et on a tous en mémoire cette querelle avec Sir Alex, c'était incroyable. Hein. Ouais. Oui, c'était une époque, oui, début des années 90. Vous pouvez en parler à Philippe Albert, il va vous en parler pendant certainement tout un week-end, à mon avis. On le salue. Et puis, alors moi, j'ai une petite anecdote. Moi, j'étais gamin et il y avait des chaussures, la marque Patrick, il y avait le modèle Kevin Keegan, avec les bandes rouges. Et quand vous aviez ces chaussures-là, vous n'aviez jamais un mauvais match. Vous étiez le roi de la cour de récréation. Ouais, c'est ça. C'était les meilleurs pour l'anecdote. Ok, bon, il y aura sans doute un bel hommage à St. James's Park dimanche pour Kevin Keegan. C'est Oui, Jean-François. parce que c'est une légende des deux côtés. Hein. Oui, des deux côtés, À absolument. Newcastle et à Liverpool. C'est Jean-François qui sera sur place pour commenter ce match entre les Magpies et les Reds. 3 départs et non des moindres du côté de Newcastle. On en a déjà un peu parlé. Gordon Guimaraes, Tonali, 3 piliers. On peut ajouter aussi Isaac. Il y a un an, qui est parti à Liverpool. Ça fait quand même beaucoup de millions encaissés. Ouais. Mais quid de l'équipe? On se pose la question, mais que veut faire Newcastle? Il y a quelques années, c'était des moyens presque illimités. Les Saoudiens sont arrivés, le club le plus riche du monde, de grandes ambitions. On voulait être le club numéro 1 d'Angleterre et même on parlait de gagner la Ligue des Champions d'ici 2030. Oui. Et puis là, c'est un changement total de fonctionnement, de modèle. On laisse partir les stars, on va chercher des jeunes joueurs. Donc, Un jeune manager. un jeune manager aussi qui est totalement inconnu de ce côté-ci du globe. Donc, on se pose beaucoup de questions. Et j'entends même certains analystes anglais qui se demandent si on pas Newcastle descendre. ne va pas être mêlé à la course au maintien. Petite question, Eddie Howe. Départ, il est parti de son plein gré ou à l'insu de son plein gré? C'est la version officielle, à mon avis, un petit peu des deux. Hein. Je pense qu'on l'a poussé à démissionner. Ouais, mais d'un autre côté, avec les transferts sortants qu'on a encore vus cet été, moi je peux comprendre aussi qu'ils se disent Ouais. j'ai pas envie de faire la Mais saison. c'est rare quand donc, même qu'un manager démissionne ou alors on lui a quand même donné ses droits de licenciement, on va dire comme ça, Un petit son parachute. préavis, Ouais, un ouais, petit ouais, parachute. Un petit Mais parachute. c'est quand même rare de voir un manager démissionner. Ouais, on ne sait jamais ce qui se passe effectivement au niveau financier. On n'a pas le dessous des cartes. Le successeur d'Eddie Howe, c'est Matthias Jaisle. C'est comme ça qu'on le prononce, j'ai été vérifié. Jaisle. Il est allemand, 38 ans. Et il a entraîné le Red Bull Salzbourg et Al Ahly en Arabie Saoudite. On va l'écouter. Quelques mots du nouvel entraîneur de Newcastle. Yeah, that we are ambitious.
That's the most important thing, also why I decided to come here. But this will not happen overnight, especially when you have such a big transition phase now. Then you need to have a clear goal, a clear vision where we want to go to, and that starts from the decision makers up in front, from the management, from the board. And then, again, what I said already, if you have that synergy with the fans, with the players, with the staff, everyone included, to go there, then again, I'm pretty sure it will be a successful story. But we need time now, and we can only do our best day by day, breaking it down with a goal long ahead, but we need to cut it down. What is the most important thing today? What is the most important thing tomorrow? And if we have that approach, I'm really optimistic that we're going in the right direction. Voilà, rien de bien surprenant dans son discours. On lui souhaite bonne chance aussi. C'est aussi un fameux challenge, évidemment, pour Matthias Jaisle, avec un premier match donc déjà important face à Liverpool, les Reds qui ont eux aussi un nouvel entraîneur évidemment, et aussi c'est aussi un nouveau challenge pour Andoni Iraola qui a remplacé Arne Slot sur le banc des Reds. Moi j'ai une première question, je vais la poser peut-être à Greg. Tout d'abord, Arne Slot viré en fin de saison dernière, est-ce que ça t'a surpris ou pas finalement? Absolument pas. J'ai cru d'ailleurs qu'il allait être viré avant même la fin de la saison. C'est quand même une saison complètement ratée pour Liverpool. Et j'avoue que je suis quand même encore un peu inquiet par rapport à cette saison, parce que quand je vois les transferts et même si on parle de Barcola, c'est un peu spécial, notamment le transfert. Je ne vous cache pas que je connais quelques supporters de Barcelone qui sont heureux d'apprendre qu'à Roro, ils ont réussi à le passer à Liverpool, parce que ce n'est pas une sécurité derrière. Donc je suis encore un peu inquiet pour les Reds. On va voir avec donc un nouvel entraîneur aussi, Iraola, qui a fait bien sûr un super boulot du côté de Bournemouth, 6e la saison dernière. Bournemouth, je vous le rappelle, a bouclé la saison passée avec 18 matchs d'affilée sans défaite. C'est quand même fameux. Première participation européenne aussi pour Bournemouth. Ce sera en Europa League. On va écouter le nouvel entraîneur des Reds. I want to be myself, and I always say I arrived here after a lot of seasons where things have gone very well for me, otherwise I wouldn't be here. And I like to improve, but I wouldn't like to lose the things that have made me arrive here. You know, even if I know that I will have to adapt things in terms of football style, that sometimes everyone says, no, you need to add a little bit more of control, and okay, we are working on this, and we know, but we cannot lose the things that I felt that had made us successful. And I'm happy because I feel like everyone is putting everything to try to help us, and it's not something easy in this kind of clubs where we need to understand that this is not going to be perfect. We are going to go through up and downs, and but if we do it together and everyone assumes that we have strengths, we have weaknesses, but the aim of everyone is to arrive there, I think we will have the people behind us. I'm sure. You're just excited about coaching the Champions League. No, I'm very excited. I had as a player I played it once. It's true that we played a lot of Europa League, and I have my experience as a player playing in Europe, but I only played once the Champions League, almost at the end of my career, and having now the privilege to play it also with Liverpool, I'm looking forward. Fameux challenge aussi pour Iraola. On sait que les entraîneurs espagnols, principalement les Basques, ont la cote du côté de l'Angleterre. Bon, Greg parlait des transferts de Liverpool. C'est vrai, au niveau des arrivées et des départs, on va voir cela sur cette infographie. Vous en pensez quoi? Il n'y a pas beaucoup de rentrées financières, parce que Salah, Robertson, Konaté, eh bien, ils étaient tous fin de contrat. Et donc, notre ami de Barcelone, Araujo, c'est comme ça qu'on prononce. Araujo. Parce qu'on a deux spécialistes ici. Donc j'ai répété avant l'émission. Défenseur central uruguayen. On va en reparler dans un instant, parce que d'abord je voulais vous faire réagir sur Victor Munoz, qui a signé ailier gauche. Oui, qui sort finalement d'enfin une saison complète au plus haut niveau. Avec Osasuna. Avec Osasuna, 34 matchs
la saison dernière, quelques buts, quelques assists. Maintenant, il va falloir confirmer en Première Ligue, dans un autre championnat, et qui plus est en Angleterre. Ce qui est un peu inquiétant, c'est que des moments, des propos d'Iraola, c'est que son équipe n'est pas encore capable de jouer 2 mi-temps complètes. Parce qu'il y avait 2 matchs là où je crois que c'était Leeds et Monaco, ils menaient 2-0, ils ont perdu. Donc c'était il y a une dizaine de jours, donc ça reste un peu inquiétant quand même. On se dit peut-être que oui, ils sont un peu en retard au niveau du mercato, non? Alors il y a Barcola qui peut peut-être encore arriver, effectivement. Oui, puis il y a Ngumoa aussi, dont on a vu de belles prémices, je dirais, la saison dernière. Ce qui est clair, c'est qu'avec Iraola, les dirigeants espèrent retrouver quelque chose qui se rapproche de Klopp dans les prestations, dans le système, dans la manière d'aborder la rencontre. Donc Victor Munoz, il a quand même 2 sélections avec la Roja. Il était à la Coupe du Monde, donc il est champion du monde. Oui. Ronald Araujo, pardon. Donc c'est pas... Et il va jouer à côté de Van Dijk, qui est quand même un peu de carrière aussi, qui a déjà montré ses limites. Oui, mais il y a Jacquet finalement qui va venir, je pense, éclipser Van Dijk assez vite. Araujo, il joue à côté de Koubarsi encore la saison dernière. C'est vrai que Koubarsi, souvent, il a dû faire l'effort pour rattraper les quelques bourgs qu'Araujo pouvait faire. Sinon, ça risque de manquer peut-être un peu de vitesse alors du côté de l'axe central de Liverpool. Bon, on se pose beaucoup de questions, effectivement, par rapport à beaucoup de clubs. Et on attend quand même beaucoup d'Isaac et de Wirtz. Et puis Ekitike qui revient de blessure. Les gros transferts de l'année passée qui doivent maintenant, la deuxième saison, qui doivent absolument prester. Pas question de faire une saison aussi mauvaise que la saison dernière pour les Reds. Voilà pour une petite mise en bouche de cette première journée de Première Ligue. On va regarder ensemble maintenant le programme de Play Sport, donc le programme des rencontres anglaises. L'ouverture du championnat, c'est Arsenal face à Coventry, le champion en titre, face à un promu. Ce sera vendredi. Samedi, Hull City, Man United. Je pense que c'est avec toi, Serge. Exactement. Ipswich, Sunderland, Nottingham Forest, Leeds, Brentford, Tottenham. Intéressant de voir Tottenham cette saison aussi. City, Bournemouth, c'est déjà dimanche. Brighton, Aston Villa, Newcastle, Liverpool, on en a parlé. Et on terminera lundi avec un derby londonien. Il y en aura beaucoup, comme d'habitude, cette saison. Fulham face à Chelsea. Place à présent à notre chapitre allemand. Ce n'est pas encore la reprise de la Bundesliga, c'est pas ce week-end, mais ce sera le week-end d'après. En revanche, il y a la Supercoupe d'Allemagne, la Franz Beckenbauer Supercup. C'est comme ça qu'on appelle, je pense, la Supercoupe en Allemagne depuis l'une ou l'autre saison. Dortmund face au Bayern Munich. Alors la question, elle est simple, évidemment. Le Bayern, à nouveau, intouchable cette saison? Je pense que la réponse est plutôt simple. Oui. Il y a une chose Il y a une chose qui préoccupe au Bayern, c'est la santé neurologique de Musiala. C'est vrai. Ça peut affecter un groupe. C'est vrai. Alors il faut rappeler qu'il a connu 2 malaises lors de 2 matchs de préparation. Encore un, très tout récemment. Avant-hier. Voilà, il faut le suivre d'un point de vue médical, de près, bien entendu. Bon, je crois qu'il est resté conscient à chaque fois, quand même. Pour le reste, il ne devrait rien arriver de grave au Bayern. Dans les matchs de préparation, je crois qu'ils ont marqué 30 buts en 5 matchs ou quelque chose comme ça. Greg, c'est plié avant de commencer le championnat d'Allemagne et la Supercoupe aussi. Je pense que oui, je partage votre opinion. Et sachant qu'en plus, ils ont pu garder Olysée, je pense que là, le Real a fait une croix dessus. Et il y a juste eu des propositions, je pense, pour Diaz. Mais ça restera. Donc, c'est une belle performance, en tout cas, je pense, pour Kompany, parce que je pense que le dernier coach à avoir entamé une 3e saison, ou en tout cas à avoir fait 2 saisons complètes avec le Bayern, c'était un certain Pep Guardiola. Donc, franchement, Kompany est en train de réaliser de belles performances là-bas. Il est en train de faire comprendre à certains dirigeants, notamment en Belgique, qu'ils ont peut-être eu tort ou une vue un peu trop rapide par rapport aux ambitions des clubs. Donc je pense qu'effectivement le Bayern va survoler comme il le survole depuis des années, cela dit.
C'est vrai, tu parlais de Guardiola qui n'a pas gagné la Ligue des Champions, qui est resté 3 ans au Bayern, mais il n'a pas gagné la Ligue des Champions. Donc ça, ce sera évidemment l'objectif aussi de Vincent Kompany. Juste pour info, les chiffres du Bayern et de Dortmund en Supercoupe. 11 victoires pour le Bayern, c'est le record. Dernière victoire du Bayern, c'était la saison dernière, et tu avais commenté le match, je pense, Serge, c'était face à Stuttgart. Dortmund a gagné 6 Supercoupes, la dernière. C'était déjà en 2019 et c'était 2-0 contre le Bayern. Voilà, le Bayern qui est toujours entraîné donc par Mr. Vincent, qui voilà que tout le monde adore là-bas du côté de la Bayern. Mais la Bavière, s'il faut pointer un transfert, on va quand même pointer celui d'Ismaël Saibari, qu'on connaît forcément très bien chez nous, puisqu'il a été formé chez nous. Il est passé par Willebroek, le Beerschot, Anderlecht, Genk. Et puis, il a véritablement éclos au PSV. Il a la double nationalité. Ouais. Et à partir du moment où il n'était plus présent avec l'équipe du Maroc, le niveau de jeu du Maroc a baissé drastiquement suite à sa blessure. Non, et c'est vraiment un super joueur. Belle pioche, franchement, de la part de Kompany. Ouais, et belle pioche pour le Maroc. On rappelle qu'il a été viré à Anderlecht, je ne sais plus à quel âge, donc rassurez-vous pour les jeunes joueurs qui parfois sont écartés du club, il faut y croire jusqu'au bout. Vous n'allez pas dire que c'est un label quand vous êtes viré d'Anderlecht maintenant, non. Pas jusqu'à On dire ne va pas ça. se fâcher avec Anderlecht, mais bon, il y a quand même pas mal d'exemples. C'est vrai. Ses parents on rappelle que ses parents sont marocains. Il est né en Espagne et il a grandi en Belgique. 3 buts à la Coupe du Monde avec le Maroc, effectivement. Formidable élément offensif et ça fait un élément offensif de plus du côté de Bayern. Kane, Olise, Diaz, Karl, Musiala, dont tu parlais il y a un petit instant. Et on peut se poser la question, est-ce que Kane va rester? Parce qu'il y a quand même des appels de l'Arabie Saoudite. Alors logiquement, oui, mais... Tout est possible en football, tout est possible durant les mercatos. On parle maintenant de Dortmund, 2e la saison passée. Tout d'abord, Greg, alors je sais que tu connais bien Dortmund parce que je me souviens que tu m'as dit que ton fils était un grand supporter de Dortmund. Il n'y a pas malgré tout une petite chance que Dortmund inquiète. Allez, ne fût-ce que sur un match, la Supercoupe, le Bayern. Oh oui, je pense que sur un match, ils sont capables de battre le Bayern, mais surtout en début de saison, où les choses se mettent en place. Maintenant, je pense que sur l'ensemble d'une saison, je ne sais pas s'ils se sont encore réellement remis de ce drame de Mainz. Rappelez-vous, il y a déjà 3 ans. 3 ans, je crois, oui. Manqué à la dernière journée de championnat, alors qu'ils avaient tout en main pour le remporter. C'est ça aussi Dortmund. Ça peut être magnifique et le lendemain, la catastrophe, quoi. Mais moi, je trouve en tout cas qu'ils ont fait de bons transferts, un peu à la Dortmund, en fait, avec notamment, on va en reparler sans doute, de Karetsas, qui sur les derniers matchs a été titulaire du côté du Borussia. Mais donc, non, oui, moi, en tout cas, sur un seul match, je pense que le Borussia peut faire mal. Et dans les matchs amicaux, je pense qu'il n'en a pratiquement perdu aucun. Et a fait de belles performances face à de belles équipes européennes. Donc, why not? Principal concurrent, alors on va dire, du Bayern. Mais bon, voilà, avec quand même... Je pense que Dortmund sera le principal concurrent sur la saison. Sur la saison, voilà. Ils sont, je crois qu'ils à distance. Hein. À distance, je crois qu'ils ont terminé à 16 points du Bayern, je crois, si mes souvenirs sont bons la saison passée. On verra. Mais tu parlais de Konstantinos Karetsas, effectivement, c'est intéressant. Ce gars-là, on le connaît, il a la double nationalité aussi, belge et grec. Il a choisi la nationalité sportive grecque. Alors qu'il a joué avec les Belges jusqu'en espoir. U21. Ouais. Jusqu'en espoir. Élément offensif donc de qualité aussi et bonne recrue. Challenge aussi pour lui de franchir un cap. Il est jeune encore, d'aller en Bundesliga dans un club comme Dortmund quand même, qui est un club de référence du côté de l'Allemagne. Voilà. Quelque chose d'autre à ajouter? Non, on a hâte que ça commence maintenant ce week-end. Évidemment, on va suivre ce championnat d'Angleterre, cette première journée de Première Ligue avec beaucoup de plaisir et de passion, parce que c'est quand même toujours un vrai bonheur de suivre ces rencontres-là et de suivre aussi cette Super Coupe d'Allemagne qui promet beaucoup. Un grand merci, Greg. Merci à vous de votre invitation.
Tu reviens quand tu veux. Il y a Antoine Temelin aussi qui vient régulièrement chez nous et qui fait partie de la rédaction de Sudinfo. Bonne fin de semaine à toi, Greg. Merci, Ben. Merci, Serge. On rappelle à tout le monde que, comme on l'a dit en début d'émission, que cette émission, vous pouvez la retrouver tous les jeudis sur le site de Sudinfo. Passez une belle semaine, un bon week-end, une bonne reprise de Première Ligue. À bientôt. Bye bye.